Tandis qu'à Alger, l'organisation secrète et le FLN entreprennent de difficiles négociations pour permettre aux pieds noirs de rester en Algérie, Oran voit se multiplier les combats entre l'OAS, la force locale musulmane et les forces de l'ordre. La peste a réveillé ses reins. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais rentrer dans l'OAS? Alors, il n'y a pas un moment précis où on se dit qu'on rentre dans l'OAS. C'est une accumulation de faits vécus qui nous amène ostensiblement vers une démarche, disons, radicale. Alors moi j'ai connu déjà, dès l'âge de 12 ans, j'avais déjà vu un petit peu les massacres, puisque à l'âge de 12 ans, j'ai déjà vu des têtes décapitées sur le long d'une voie ferrée. Et puis ensuite, bon, les attentats, on avait des attentats quasi journaliers. Et celui qui m'a marqué le plus, ça a été le 14 janvier 60, 14 janvier 60, oui, un attentat au cirque Monte-Carlo. Et donc, lorsque la bombe a éclaté au cirque Monte-Carlo, j'étais en ville avec un ami et on est allé voir ce qui se passait. Et bon, c'est une horreur indescriptible, on ne peut pas citer. Mais le pire, c'est que lorsque mon ami a pris sa fiancée était là, il l'a prise, il n'y avait plus de jambes. La bombe était tombée sur elle, elle a été décapitée, elle avait 16 ans. Et là, bon, là, ça, si vous voulez, vous réagissez de manière, j'allais dire, brutale et bestiale. Et je me suis dit, bon, ben là, c'est bon, là, quoi. Maintenant, ça sera œil pour œil, dent pour dent. Et à partir de ce moment-là, donc l'OS n'était pas créé. À partir de ce moment-là, avec des amis, on a commencé à faire ce que l'on appelait le contre-terrorisme. Et du contre-terrorisme, l'OS est arrivé. J'ai été recruté parce que j'avais déjà un petit commando, j'avais formé un petit commando. Et donc celui qui nous chapeautait me dit, ben, tu vas maintenant rentrer dans une organisation. Donc je suis allé rencontrer le patron de cette organisation que je ne connaissais pas, puisque l'OS n'avait pas encore donné son nom. Donc je suis rentré immédiatement, dès l'instant où il m'a dit, on va t'embaucher, je dis, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la façon dont... En fait, c'est un cheminement qui fait que c'est pas brutal, c'est pas un élément brutal. Mais quand même, à vous entendre, ça a été l'overdose des attentats, c'est ça un peu? Le déclic, ça a été de voir. Excusez-moi. Vous connaissiez certaines des victimes, puisque... J'avais mes deux cousines. Ouais. Les cousines ont survécu. Oui. Elles ont été blessées. Elles ont toujours, si, elles sont blessées. Elles ont été blessées. Non, mais je ne sais pas si vous représentez le fait de... Le massacre, et prendre cette fille qui avait 16 ans, hein, plus de jambes, et... C'est difficile, franchement, excusez-moi, mais c'est pas... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que 60 ans après, à vous entendre, à vous voir, ça reste toujours très présent. On ne peut pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier. De telles scènes, c'est pas possible. On peut essayer de... Dès l'instant où vous en parlez, si vous voulez, vous avez le film qui se déroule à nouveau devant vous, et vous vous représentez toute cette soirée, vous dites, voilà, il s'est passé ça. Parce que là, on était en ville avec ce collègue. Dès l'instant où on a entendu la bombe, je lui ai dit, écoute Alain, c'est au cirque, il n'y a pas de problème. Bon, et puis quand vous voyez du sang partout, du carnage, les gens qui crient, les gens qui hurlent, mais surtout cette vision quand il a pris sa béguine, on appelait ça des béguines pour les fiancés, il n'y avait plus de jambes, enfin c'est terrible quoi. Terrible. Et donc vous commenciez à dire que le déclic... Ah ben ça a été le déclic. À partir de là, avec des amis, on s'est dit, bon, maintenant, on fait du contre-terrorisme. Voilà.
c'était quoi le contre-terrorisme? Ça voulait dire quoi concrètement? Le contre-terrorisme, ça voulait dire d'agir de la même manière que les opposants. Voilà. Et donc ouais, vous rentrez à ce moment-là dans l'OAS. Oui. Si j'ai bien compris, à un moment, on vous a proposé deux choses. Oui. Soit de plastiquer. En tout premier lieu, compte tenu de mon âge, évidemment, puisque j'avais 17 ans, j'avais 16 ans et demi, en 62. Et donc, évidemment... En 61. Ouais. En 61, pardon. En 61. Alors non, mais comme vous disiez, j'avais... Oui, j'avais 16 ans. Et à partir de là, évidemment, étant gamin, ce que l'on proposait, enfin, ce que les chefs proposaient, c'était de faire du plasticage, de poser des bombes. Bon, moi, j'ai toujours refusé de poser une bombe, et j'en ai donné les raisons. Je disais qu'une bombe, on pose une bombe, on vise quelqu'un, mais en réalité, si ça se trouve, ce n'est pas lui qui va être touché, ce sera un passant qui sera là, qui sera innocent et qui subira les conséquences. Donc, et puis bon, je ne voulais pas entendre parler. Donc la seconde solution, c'était de rentrer dans un commando armé et puis de travailler en tant que commando armé. Alors c'était quoi le travail en tant que commando armé? Différentes tâches. On était déjà dans les commandos qui agissaient un peu partout sur la ville. Alors c'était soit des hold-up, soit par exemple notre mission au départ. Notre mission au départ était d'interdire l'accès de Mostaganem à toute femme voilée. Pourquoi? Parce que une grosse partie des attentats étaient commis par des femmes voilées. En fait, ce n'étaient pas des femmes voilées, c'était des gens du FLN qui étaient voilés. Vous savez, les femmes algériennes ne portaient pas le hijab ni quoi que ce soit, c'était le drap. Hein. Elles avaient le drap et on ne le voyait qu'un œil. Donc les gens du FLN utilisaient ce stratagème pour entrer et puis jeter des grenades. Donc on avait pour mission d'interdire l'accès à tout cela. Et puis veiller à ce qu'aucun musulman venant du quartier musulman ne puisse pénétrer dans la ville. Voilà. Et ça, est-ce que c'était décrit comme ça fait pas violent, ça fait vous empêcher, mais vous avez fait plus que ça, j'imagine. Ben, la violence vient automatiquement lorsqu'on vous donne l'ordre d'abattre quelqu'un pour un motif qui justifie justement son exécution. Par exemple, je donnerai un exemple, le juge Castelli, par exemple, de Mostaganem, qui jugeait de façon partiale les gens de l'OS ou de Jeunes Nations, parce qu'il y avait Jeunes Nations qui existaient encore. Bon, ben, il avait ce qu'on appelle aujourd'hui on appellerait ça une foi-toi. Nous on disait, comment dire, je ne saurais pas vous exprimer ce que je... Il y avait un mot que vous utilisez beaucoup dans la vidéo que j'ai regardée, c'est vous dites sans arrêt, ciblé. Vous aviez... Des gens ciblés, oui, tout à fait. Donc, les gens ciblés, c'était tous les opposants à l'organisation, forcément. Tous les opposants à l'organisation, ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être un commerçant qui par exemple, alimentait le FLN. Ça pouvait être un militaire, un soldat qui avait fait des exactions contre un membre de l'OS. Ça pouvait être un juge, tel que ce juge, qui jugeait de façon un petit peu aléatoire les gens qui étaient de l'OS. En fait, tout ennemi, tout opposant à l'Algérie française. Voilà, si on veut résumer, tout opposant à l'Algérie française, quel qu'il fût. Et donc vous cibliez ces gens? C'est pas nous qui le ciblions, on avait des ordres. Oui, vous aviez des ordres, donc l'OAS vous disait, comment ça se passait après concrètement, une fois qu'on vous avait dit telle personne, elle est ciblée? Eh bien, on allait au devant, et puis on faisait ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous voulez que je vous le dise, on l'éliminait, tout simplement. Et dans les formes, parce qu'on sait qu'il y a eu des choses affreuses qui ont été faites des deux côtés, chaque fois c'était œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous aviez certaines règles ou c'était vous deviez faire le travail et Non, on avait un travail à faire. Notre chef nous avait dit il faut faire cela. On allait le faire, tout simplement. On ne cherchait pas à comprendre.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des états d'âme ou vous étiez suffisamment... On ne le fait jamais de gaieté d'âme. Jamais. Jamais. Vous savez, quand vous avez un individu que vous devez abattre, je peux vous dire qu'avant de sortir l'arme, vous réfléchissez à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Mais si vous voulez, vous êtes dans un contexte, là on est dans un contexte, disons, passif, mais quand vous êtes dans un contexte de révolution, quand vous êtes dans un contexte de guerre, quand vous êtes imprégné de tout ce qui se passe, parce que quotidiennement vous aviez des attentats à droite, des attentats à gauche, il arrive un moment, si vous voulez, où vous n'arrivez plus à raisonner. Et je ne dirais pas que c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est pas du tout ça, parce que ce que vous dites là, ou que vous voudriez faire passer comme message, œil pour œil, dent pour dent, ça signifierait que l'on rencontre n'importe qui dans la rue et qu'on l'abat. Non. Non, les gens qui ont été abattus, dans leur grande majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes, ça je ne le prétends pas, mais en règle générale, lorsque quelqu'un a été abattu, exécuté, c'est parce que c'était un opposant à l'Algérie française. Opposant, c'est le terme le plus passif, mais ça peut être quelqu'un également qui a été négatif envers l'OAS. En même temps, vous avez commencé par décrire un attentat qui vous a bouleversé, qui est monstrueux. Oui. Vous vous retrouvez à peut-être pas utiliser les mêmes choses, que vous avez refusé de faire du plastiquage. Ben oui. Vous avez abattu des gens. Oui. Comment on se sent à ce moment-là? Vous vous sentiez imprégné d'une foi telle que... Ah non, pas du tout. Non. Vous êtes à l'armée, vous êtes content, on vous dit à l'armée, il faut monter au Crapahut, vous montez au Crapahut, vous ne cherchez pas à comprendre. Bon, là c'est pareil, là vous êtes dans une organisation qui veut défendre une terre, qui veut défendre un drapeau. À partir de cela, tous les moyens sont bons. Sauf que ce n'était pas une armée régulière. C'était une armée de résistance. Est-ce qu'on a fait ce genre de reproches aux résistants en France? Alors le mot résistance, vous savez qu'il n'est pas forcément utilisé par tout le monde à propos de l'OAS. Vous l'utilisez? Ah ben oui, parce qu'il y a une campagne de dénigrement qui a été faite et jamais la vérité n'a été abordée au niveau de l'OAS. Le seul mouvement de l'OAS, ça a été quoi? Ça a été un recours. L'OAS a été l'ultime recours pour sauvegarder le drapeau tricolore en Algérie. Bon, on a perdu, et je ne vais pas vous apprendre que l'histoire, effectivement, donne toujours raison aux vainqueurs. Mais finalement, on a fait un travail de résistance, et je maintiens, on a fait de la résistance parce qu'on voulait rester en Algérie. C'était notre terre natale, c'était la terre de nos aïeux. On vivait en parfaite osmose avant certains événements, donc moi je ne regrette rien. En tout cas, si je peux vous le dire, je ne regrette rien. C'est ce que je veux dire, 60 ans après, vous continuez de dire que vous avez fait acte de résistance. Mais je continuerai à le dire en permanence qu'on a fait acte de résistance, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas fait de terrorisme. On a abattu ou on a mis hors d'état de nuire des gens qui étaient opposés et qui étaient pour l'Algérie algérienne. Donc pour l'Algérie algérienne, ça signifiait de toute façon, de façon indirecte, contre l'Algérie française. Contre l'Algérie française, ça voulait dire qu'ils étaient tout à fait partisans de quitter l'Algérie pour laisser un drapeau étranger, parce que pour nous c'était un drapeau étranger finalement, prendre la place du drapeau tricolore. Donc on s'est dit non, c'est hors de question, on se bat. Mais alors quand vous dites non, on n'a pas fait de terrorisme, en même temps, il y avait des attentats quasiment tous les jours. Il y a eu autour de, selon les chiffres, 2000 victimes tuées des attentats de l'OAS. Oui. Et combien par rapport au FLN? On utilise le mot, mais moi là je parle de l'OAS, oui. On utilise le mot attentat, c'est pas du terrorisme? Quand on parle d'attentat? Pourquoi? Oui, vous avez eu les attentats, oui. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Les gens de la résistance en 1940, lorsqu'ils posaient une bombe sur la voie ferrée, vous appelez ça comment? Je vous pose la question. C'est un attentat, qu'on le veuille ou non. Quand les gens de la résistance en 1940-1944 allaient abattre un officier allemand, c'était quoi? C'était un attentat. Si ça se trouve, l'officier allemand n'était pas du tout nazi, et pourtant, parce qu'il portait un uniforme d'un ennemi à la France, eh bien la résistance le tuait.
Est-ce que vous semiez la terreur quelque part à l'époque, dans ce climat justement Je sais pas, moi je n'ai pas le sentiment qu'on semait la terreur. Est-ce que la peur n'était pas ce qui régnait, que ce soit à cause du FLN ou à cause de l'OAS? Il y avait un climat de peur, les gens dormaient pas tranquilles. C'est vrai qu'il y avait un climat malsain, disons. C'est normal. Quand on vit dans un pays, dans un contexte où on ignore totalement si l'on va pouvoir rentrer le soir à son domicile, forcément, il y a toujours une crainte. Comment est-ce que les gens de l'OAS à l'époque étaient perçus en Algérie? Elle est difficile cette question, enfin tout au moins c'est la réponse qui serait difficile à donner. L'OAS, par la grosse majorité des Français d'Algérie et des musulmans, de certains musulmans, pas tous mais de certains, je vous donnerai quelques cas précis, n'était pas du tout pour l'Algérie indépendante. Donc, de façon indirecte, ils étaient pour une organisation qui défende le drapeau français. Pour preuve en est, c'est que de nombreux membres du MNA, Mouvement national algérien, de Messali Hadj, ont rejoint les équipes de l'OAS. Bon, ce qui signifie, si vous voulez, qu'il y avait une grosse majorité de population qui n'était pas du tout pour l'indépendance. Je vous citerai un autre cas. Lorsque nous étions au Maquis, nous étions hébergés dans des douars. Pour être hébergé dans des douars, je vais vous dire qu'il faut être courageux. Il faut être soit courageux, soit téméraire, soit être certain que les gens qui habitent ce douar étaient pour nous. Or, ça s'est passé. Il n'y a pas de contestation, tout le monde le sait. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que toute la population était contre l'OAS ou pour l'OAS. Mais il y avait effectivement, parmi les Français d'Algérie, des gens qui étaient opposés à l'OAS. C'est vrai. Pour revenir au moment où vous faisiez le travail, pour reprendre votre expression, comment vous, à 17 ans, vous vous sentiez? Est-ce que justement vous aviez peur déjà? Est-ce que qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Vous vous souvenez bien? Bah, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous répondre. Peur, non, j'avais pas peur, autrement j'aurais pas fait le travail qu'on me demandait. Serein, j'avais un travail à faire, je le faisais. Un petit peu comme, en fait, c'est un petit peu comme l'armée. Hein. C'était une armée. Hein. Une armée, on avait des chefs, on nous donnait des ordres, on les exécutait, on ne cherchait pas à comprendre. Voilà. Vous ne cherchiez pas à comprendre, c'est-à-dire que vous ne disiez pas, par exemple, il y avait une forme politique, un engagement politique derrière votre engagement militaire? Il n'y avait pas d'engagement politique au niveau de l'organisation en Algérie. Je n'ai jamais entendu parler de politique en Algérie. J'ai entendu parler de politique lorsque je suis arrivé en France. En Algérie, le seul critère qui existait, le seul et l'unique, vous pouvez questionner n'importe quel Français d'Algérie, c'était garder le drapeau français en Algérie. On s'en fichait. Vous savez, je vais vous citer De Gaulle. De Gaulle, évidemment, c'est la trahison, c'est tout ce qu'on voudra. Mais je ne sais pas si je devrais vous le dire, parce que je ne sais pas comment vous allez interpréter cela, mais pour nous, De Gaulle aurait maintenu sa promesse de garder l'Algérie française. Ben, il n'y avait aucun souci. Il n'y avait pas à être contre De Gaulle, contre Fleming, contre un tel. Le seul critère, le seul, il n'y en avait pas 36, le seul, c'était rester sur le sol d'Algérie. Mais à partir du moment où, quand même, comme vous venez de le redire, il vous avait trahi. Ah ben là, c'est différent. Même vous êtes venu à De Gaulle, donc il y avait quand même quelque chose de politique. Vous étiez contre le général De Gaulle déjà. Non, déjà, nous n'étions pas contre le général de Gaulle. Nous avons été contre le général de Gaulle lorsqu'il est parti du terme Algérie française à Algérie indépendante. Ce n'est pas de la politique, ça. Nous, on ne considérait pas ça comme politique, en tout cas. Nous, on considérait simplement une traîtrise du chef de l'État. Et vous voyez une différence entre l'OAS en Algérie et l'OAS en métropole? Quand vous dites nous, on ne faisait pas de politique? Non, oui, je vois une différence. Si vous voulez, pour l'OAS Algérie, c'était uniquement le maintien sur la terre d'Algérie. L'OAS métro, que je ne connais pas trop, je connais un petit peu, mais je ne connais pas trop, mais là, avait un autre objectif, c'était un objectif, alors là, pour répondre à votre question, oui, un objectif politique.
Mais nous, on s'en fichait totalement de qui pouvait être le chef de l'État. On s'en moquait. Parmi vos modes d'action, parmi tout ce que vous avez dû faire, le fameux travail dont vous parlez, ça a dû se produire souvent ou vous étiez plutôt sur d'autres opérations et de façon exceptionnelle, on vous a demandé Non, ça c'est... d'éliminer quelqu'un? Moi, personnellement, oui, j'ai suivi les ordres de mes chefs. Effectivement, je ne les ai pas suivis pendant une dizaine de fois. Ça a été peu. Le plus d'actions auxquelles j'ai participé, c'est surtout à Oran, contre les gardes mobiles et les CRS. Et ensuite au Maquis, mais au Maquis, c'était contre le FLN. Donc, voilà. De toute façon, vous comptabilisez les attentats, il y en avait 2000. Il y a eu 2000 personnes touchées par l'OAS. Bon, en sachant qu'il y avait quasiment 30% d'Européens. Donc, si vous voulez, ce n'était pas une question de racisme ni quoi que ce soit. C'était une question d'éliminer un opposant à l'Algérie française, tout simplement. Voilà. Vous avez été impliqué dans combien d'opérations ciblées, si vous pouvez le dire? Difficile. C'est difficile à dire. Quelques-unes Quelques-unes, oui, quelques-unes. Je ne peux pas vous dire une, deux, trois. Non, je ne peux pas vous donner de chiffres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai moins de souvenirs, si vous voulez, que me remémorer l'attentat du Cirque Monte-Carlo. Voilà. Et justement, sur l'atmosphère qui régnait à l'époque, vous avez parlé un peu de l'attentat de Monte-Carlo, et comment vous la résumeriez, cette atmosphère, au moment de la création de l'OAS? Bon, il y avait au niveau, à quel niveau? Là où vous étiez, au moment où vous décidez de vous engager, comment vous décririez l'atmosphère? Ah ben, l'atmosphère était une atmosphère, comment dire, survoltée. Pour preuve en est, c'est que lorsqu'il y a eu les funérailles donc, des victimes, la foule s'est laissée aller à s'extérioriser de façon, je dirais, quelquefois négative. Là, vous parlez du cirque. Là, j'évoque la foule européenne. Voilà. Mais en gros, l'atmosphère entre les Français d'Algérie et les musulmans. Voilà, comment c'était? Alors, jusqu'au mois de mars 1962, les relations elles étaient tendues, mais elles n'étaient pas négatives. Bon. Moi, je veux dire avant la création de l'OAS, donc avant le 11 oui, avant. 61. Oui, on parle bien de la même chose. Oui, on parle bien de la même chose. Pour preuve en est, c'est que en janvier 1960, lors des barricades, il y a eu des manifestations de musulmans arborant les drapeaux tricolores. Bon. Donc, ce qui prouve, si vous voulez, pour autant qu'on puisse le prouver, qu'il n'y avait pas un climat de méfiance. Il y avait un climat de méfiance qui était installé, mais tout le monde croyait encore un petit peu au fait que la France reste en Algérie. Le climat s'est vraiment dégradé de manière extrêmement sensible au mois de mars 1962. Parce que tous les musulmans qui étaient... Parce que aujourd'hui, évidemment, il faudrait tomber sur des gens qui aient l'honnêteté de le dire, mais tous les musulmans, loin s'en faut, étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Une grosse majorité de musulmans étaient pour le maintien de la France. Ce qui ne signifie pas que la France a fait tout ce qu'il fallait. Je vous l'accorde. Ça aurait pu être fait, mais malheureusement, le mal était déjà là. Bon, quand il y a un mal qui vous touche, hélas, après c'est très difficile de le guérir, surtout à ce niveau. Bon. Mais où il y a eu la véritable rupture, c'est au mois de mars. Au mois de mars, si vous voulez, tous les musulmans savaient, de par ces fameux accords d'Évian, que l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, allait être indépendante. Ça, c'était plus personne n'y croyait. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans qui étaient un petit peu pro-français se sont détournés de la France. Et parmi eux, on peut citer par exemple le génocide d'Oran, qui a été surtout perpétré
par des musulmans civils et non pas par l'armée. Ça ne veut pas dire que l'armée, le FLN ne les encadrait pas, mais je veux dire, ils ont essayé de se racheter. D'ailleurs, les musulmans eux-mêmes ont identifié tous ces nouveaux FLN en martiens. On les appelait les martiens parce qu'à partir du mois de mars, ils avaient tourné leur veste, a fortiori, pour justement passer le côté FLN. Ils n'avaient pas d'autre alternative, ils n'avaient pas d'autre choix. On sait très bien ce qui s'est passé avec les harkis. Par voie de conséquence, si ces musulmans ne s'étaient pas ralliés à la cause FLN, ben, ils subissaient le même sort que les harkis. Et là, il y a eu le fossé a été complètement creusé, et là, effectivement, c'était fini. L'Algérie était finie. Voilà. Quand je vous disais au moment vraiment de la création de l'OS, c'est-à-dire donc plus d'1 an plus tôt, parce que c'est vrai que l'atmosphère a changé avec les accords d'Évian, mais quand l'OS est créé en février 61, c'est là à quel moment... Le fossé s'est creusé petit à petit. Mais donc en février, c'était encore à peu près calme? C'était encore à peu près calme. Bon, il y avait toujours les attentats terroristes, aussi bien FLN que chez nous les représailles, mais ça pouvait encore aller. Voilà. Et petit à petit, la situation s'est dégradée. Voilà. Et quand est-ce qu'elle est devenue irréversible? Quand est-ce que vous avez su que c'était fini? J'aurais tendance à dire au mois de mars 62, parce que, et même, en mars 1962, j'étais au Maquis. Et donc à l'époque, à 2 ou 3 reprises, nous avons été hébergés dans des douars. Alors non seulement nous avons été hébergés dans des douars, mais les chefs de douars nous signalaient les passages du FLN. Donc on pouvait encore avoir un espoir. Et puis petit à petit, c'est devenu irréversible. Je voudrais revenir à votre vie au quotidien. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un emploi, je crois que vous êtes aide-comptable, ouais. Vous êtes jeune. C'est ça, c'est ça. Vous êtes dans la clandestinité complète à l'OS ou pas du tout. Vous avez une pignon sur rue, vous avez votre vie, non, j'ai jamais été clandestin. Non. J'ai été clandestin lorsque j'ai été muté sur Oran, où là, évidemment, j'étais dans la clandestinité, et puis au Maquis. Autrement, sur Mostaganem, non. D'ailleurs, les membres de l'OS n'étaient pas clandestins, hein, hormis les déserteurs de l'armée. Mais autrement, parmi les commandos, ce n'étaient pas des gens qui étaient clandestins. À Oran, tous les commandos, c'était des gens qui travaillaient. Ça se savait? Vos voisins savaient que vous étiez dans un commando? Non, on n'affichait pas OS sur le front. Non, on était il y en a qui, effectivement, qui avaient un petit peu les sbroufs, ça existe toujours. Mais globalement, non, il fallait rester. D'abord, il n'aurait pas fallu qu'un chef de commando sache qu'un de ses membres de commando se soit vanté, par exemple, d'avoir fait partie de l'organisation. Parce que là, la sanction était immédiate. Et vous pouvez nous redire ce que vous faisiez, outre, on a parlé des opérations ciblées, c'est ce qu'on vous demandait de faire, ce que vous aviez à faire, ça allait de quelle activité à quelle activité? Alors, soit des récupérations de véhicules, parce que les commandos en avaient besoin, donc il y a de la récupération de véhicules, des hold-up. Quand je dis hold-up, c'est tout à fait relatif, parce que dès l'instant où on rentrait dans un établissement bancaire et qu'on arborait le brassard OAS, on n'avait pas besoin de braquer des armes, on nous donnait la caisse, ça c'était le second élément. Soit on nous signalait par exemple dans telle et telle administration de l'armement, donc on allait pour récupérer cet armement. Voilà globalement. Et ensuite, la logistique, si vous voulez, on s'occupait de la logistique OS. Et quand vous parlez de guérilla urbaine, quand vous parlez de... ça c'est Oran. Avec les gars non mobiles, Oran. C'est quoi? C'est qui traque qui? C'est eux qui vous traquent? C'est eux qui nous traquent. C'est eux qui nous traquent. Ah oui. Oui, dans Oran, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Oran, par moment, c'était Budapest. Les gens rentraient avec les chars. Hein. Et oui, l'aviation nous tirait dessus lorsqu'on était sur les terrasses. Oran, ça a été très violent. Très violent.
mais avec les gardes mobiles et CRS. Oran est une ville particulière au niveau de la population. Il y avait autant de, c'est peut-être pour ça que c'était assez singulier, il y avait autant de population musulmane que de population européenne. Voilà. À partir de là, si vous voulez, il y avait un certain équilibre qui n'existait pas à Alger. Voilà. Et donc, les musulmans, il y a de nombreux musulmans habitaient le centre. Je dois bien reconnaître que lorsque les événements se sont faits les plus pressants, ces musulmans ont quitté le centre parce qu'il y a eu, et ils ont d'ailleurs été sanctionnés, il y a eu ce que l'on a appelé des ratonnades. Alors ça, je peux vous l'affirmer, l'OS était totalement opposé aux ratonnades. Et je peux vous affirmer, il faudrait que je retrouve ça dans les archives ou dans des tracts, quand il y a eu des ratonnades et qu'on a identifié les gens étaient abattus par l'OS. Ça, on ne faisait pas de cadeau là, sur ce plan. Ça, les ordres étaient stricts. Un musulman qui rentrait en France, qui rentrait dans le centre d'Oran, qui avait la cocarde tricolore, personne ne devait le toucher. Ensuite, il y a la périphérie d'Oran. Dans la périphérie d'Oran, il y a des quartiers tels que Choupeau, tels que Médioni, où là, il y avait déjà de la population musulmane, qui est toujours restée. Jusqu'à l'indépendance, ils étaient là. Donc, il n'y avait pas trop de soucis. Donc, le problème avec les musulmans, il n'y a pas eu de problème de l'OS musulman, hormis quelques attentats, mais plutôt des attentats à l'explosif dans le village, ce qu'on appelait le village nègre à Oran, mais il n'y a pas eu d'autres attaques. Les principales attaques qu'il y a eu, c'est l'armée française, les gardes mobiles, c'est l'armée française, et les CRS qui rentraient dans la ville. Oran appartenait à l'OS. Personne ne pouvait rentrer dans Oran sans sauf-conduit de l'OS. Mais évidemment, les gardes mobiles, eux, essayaient par tous les moyens de rentrer. Mais ils essayaient de rentrer pourquoi? Parce qu'à maintes reprises, d'une part, ils essayaient de récupérer les postes émetteurs, qui étaient toujours au centre d'Oran, d'accord? Et puis les plus grosses opérations ont eu lieu pour les arrestations de chefs tels que le général Jouot. C'est en cela que je dis, effectivement, c'était réellement Budapest. Parce que les chars qui rentraient dans Oran, ça il faut le savoir, ils n'hésitaient pas à tirer au canon de 37 sur les balcons. Canon de 37 et mitrailleuse de 12,7. Et en phase 2, il y avait quoi? En phase 2, il y avait des jeunes, dont les plus jeunes avaient 17-18 ans, les plus âgés 23-24 ans. Ils étaient armés, j'allais dire, de lance-pierre, de mat 49 ou de fusils. Donc, je vous laisse imaginer le climat, c'est vraiment un climat qui est insurrectionnel, et auquel, si vous voulez, il fallait faire face. Voilà. Moi, j'ai une dernière question, parce que j'ai largement ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand vous dites OAS, 60 ans après, oui. Comment vous avez l'impression que c'est perçu par l'opinion française? Mal perçu. J'en ai conscience. J'en ai conscience, mais parce que les gens ne savent pas. Lorsqu'on était au maquis, toutes les populations des villages où nous étions, je peux vous dire qu'ils étaient bien heureux qu'il y ait l'OS. Les gendarmes, ils étaient bien heureux qu'il y ait l'OS. L'armée était bien heureuse qu'il y ait l'OS. Parce que lorsque nous étions au maquis, nous faisions le travail et de la gendarmerie et de l'armée. Donc ce n'est pas un élément négatif. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu une condamnation importante par le fait justement que j'étais au maquis. Ouais. Bon. Et pourtant, aujourd'hui, vous dites j'ai été OAS. Mais je le dis avec fierté, oui. Oui, mais vous avez bien le sentiment que c'est mal perçu, quoi. Ah, mais bien sûr que c'est mal perçu, je le sais. Je le sais parce qu'on a eu des détracteurs qui sont plus forts que nous. Et puis, l'OS aurait pu être bien perçu si en métropole, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que peut-être des collègues ne seront pas contents. Il aurait fallu qu'il y ait l'osmose entre la vocation de l'OS Algérie et la vocation de l'OS Métro. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que l'objectif de l'OS, parce que je reste sur cet objectif de l'OS, qui a été créé pour l'Algérie et non pour la France.
Après, il y a eu des ramifications en France, bien sûr, mais l'OS a été créé en tout premier lieu pour sauver le drapeau tricolore en Algérie. Ça, personne ne peut contester. Après que l'OS Métro se soit forgé dessus avec des gens comme le capitaine Sergent, par exemple, ou le CNR, qui ont apporté une orientation politique, mais en tout état de cause, l'OS n'aurait jamais dû avoir cet impact de mauvaise publicité qui existe encore aujourd'hui. Bon. Et je pense que l'erreur vient du fait qu'en métropole, il y a peut-être eu des actions qui ne correspondaient peut-être pas tout à fait à la vocation de l'OS Algérie, telle que nous le souhaitions nous. Voilà. 60 ans plus tard, vous portez toujours cette étiquette. Parce qu'on porte une étiquette qui ne devrait pas nous l'être attribuée. Le problème de l'OS Métro, c'est quoi? Le gros problème de l'OS Métro est arrivé lorsque malheureusement il y a eu cet attentat à la bombe qui visait Malraux et qui a touché une petite Delphine Renard. À partir de ce moment-là, de cet attentat, tous les partis politiques, quels qu'ils fussent, ont condamné l'OS. Alors je ne sais pas si vous avez vécu sur la France à cette époque-là, mais c'est effrayant, quoi. Et bon, là c'était fichu parce qu'ils ont calqué l'OS Métro avec l'OS Algérie. Vous voyez, ils n'ont pas fait le distinguo. Ils n'ont pas fait le distinguo qu'en Algérie c'était pour rester en Algérie, alors qu'en France c'était surtout un élément politique. Et vous trouvez que c'est injuste? Je trouve que c'est injuste, oui. Oui. Oui, parce que je me demande si aujourd'hui les gens seraient capables de faire ce qu'on a fait pour défendre le drapeau tricolore. Et pour nous c'était le plus important. Voilà, c'était rester en Algérie. On n'a pas d'autre, j'allais dire d'autre choix. Non, pas d'autre choix, dans le sens où tout nous importait peu, ou peut nous importer, hormis le fait de rester sur notre terre natale. Voilà. Dès lors, on serait resté. Voilà. Après, on peut en discuter parce que, même au sein de l'OS Algérie, il y a eu des scissions, il y a eu des problèmes. Il y a toujours des gens, si vous voulez, qui veulent être assis sur un trône avec un sceptre. Bon. Et puis, il y a toujours des intérêts et des égos. Voilà. Mais globalement, le seul but, c'était rester en Algérie. Il fallait qu'on reste là-bas. Voilà. En tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas de regrets, quoi. Non. Non. Si, j'ai le regret qu'on soit parti. Voilà. On a été vaincus, c'est tout. Il y a des choses que vous auriez faites autrement, maintenant que vous avez le recul? Avec le recul, non, parce que j'étais trop jeune. Le problème, c'est que j'étais trop jeune. Si j'avais eu 22, 23, 24 ans, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu déjà former des commandos. Mais j'étais trop jeune. Donc déjà à 17 ans, je vais vous dire que c'était pas évident. Mais autrement, je ne sais pas, j'aurais peut-être essayé de faire effectivement un rapprochement. Il y a eu une tentative de rapprochement avec le MNA. Bon, il aurait fallu qu'il y ait ce rapprochement qui soit fait de manière officielle, MNA-OS, parce que ça représentait quand même une très grosse force. Voilà. Et puis, il y a eu cette tentative avec Susini, effectivement également de partition. Seulement, le problème également à ce niveau, c'est que cette partition ne pouvait être faite que sur la partie oranaise. Et avec les Algérois oranais, comme dans les matchs de foot Paris-Marseille, eh bien, il y a toujours cette friction qui est là et qui pourrit la vie de tout le monde. Voilà. Et puis bon, il faut dire qu'on avait toute l'armée contre nous. Hein. Je pense que déjà il fallait le faire, d'être face à toute l'armée. Ce qui est regrettable, c'est qu'on a été trahi par des régiments. C'est-à-dire ? Eh bien, il y a des régiments qui
qui avait promis de rallier les 4 généraux et qui malheureusement sont restés dans l'expectative. Et c'est ce qui a mis le putsch en l'air. Est-ce que vous pensez que vous êtes encore dans votre tête OAS, toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, je regrette d'ailleurs que l'OAS n'existe pas. On est dans un contexte où, je vais vous dire, il faudrait qu'il y ait une OAS. Donc non, je ne regrette pas. Et c'est loin de moi l'idée de vouloir regretter d'avoir été dans l'OAS. Je pense que je suis fier, au contraire, d'avoir été dans l'OAS parce que j'ai participé à des actions que peu ont faites. Parce que, mine de rien, l'OAS, ça comprenait combien de personnes? 1 million de pieds noirs, 1 million de Français d'Algérie, 900 000, disons. Hein, membres actifs, 1500, 1600. Voilà, c'est ça l'OAS. Et ces 1500 personnes, ces 1600 personnes n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour sauver le drapeau tricolore. Voilà. Parce qu'on revient toujours aux mêmes choses. Hein. Nous, on s'en fichait de qui fut le président de la République. Nous, on voulait rester français sur une terre française. Point final. Voilà. Et dans l'Algérie non française, vous y êtes retourné? Non. Non. Jamais? Non. Vous n'avez pas voulu? Non. Vous n'avez pas pu? J'aurais pu, puisqu'un de mes amis qui était au collège avec moi a été préfet d'Oran. Et il m'avait dit, tu viens? Et je lui ai dit, non, je suis désolé, pour moi c'est fini. J'ai tourné la page. Je ne veux plus voir. Il y en a qui sont allés, qui ont pleuré, alors je n'ai pas envie de pleurer. Et là, vous ne changerez pas d'avis? Ah non, sûrement pas, non. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait un moment un sujet sur les harkis, enfin les bébés de harkis qui ont été enterrés un peu vite. Ouais. Et je demandais aux harkis, enfin, aux enfants de harkis qu'on rencontrait si jamais ils étaient retournés. Et la plupart y étaient allés. Et ils disaient qu'ils avaient été reçus très bien. Ah bon? Qu'une page avait été tournée aussi. Quoi. Avec les harkis? Ah bon? Et ils se présentaient comme harkis, quoi. Ah ouais? Enfin, c'est fils d'eux, hein. C'est pas eux qui avaient tué. Parce que les harkis sont toujours considérés comme des traîtres. Hein. Alors bon, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, on peut considérer effectivement que l'on peut leur mettre l'étiquette de traîtrise par le fait que ce sont des musulmans et donc qui sont passés dans une armée, disons, étrangère par rapport au FLN. Hein. Mais d'un autre côté, ça a été des gens qui ont défendu la France. Donc pour l'Algérien, non, pour l'Algérien, c'est le harki. Et on dit harki, mais c'est vrai que pendant 50 ans, avant, on a eu on ne les appelait pas les harkis à l'époque, mais des tirailleurs algériens ou autres qui étaient dans l'armée française. Hein. Ah, c'était pas la même chose. Dans les harkis, il y a une grosse population de harkis qui étaient des anciens FLN. Je pense, par exemple, un nom me vient en tête, le lieutenant Youssef Ben Brahim. Le lieutenant Youssef Ben Brahim, qui était un des patrons, qui était un des chefs de Katiba du FLN, et qui, au bout d'un moment, quand il a vu ce qui se passait, a décidé de rejoindre l'armée française. Il était au commando Georges. Le commando Georges, vous en avez entendu parler. Commando Georges. Ce type s'est singularisé, il avait un paquet de médailles comme ça. Donc, je ne me rappelle même plus la question que vous me posiez. Non, non, c'était une réflexion. Non, ils étaient très impliqués. Mais non, parce que vous disiez les tirailleurs, non. Oui. Les tirailleurs, les zouaves, c'était l'armée régulière. C'était une armée régulière. Les harkis n'ont jamais été une armée régulière. C'était des supplétifs. De la même manière que les Moghzani. Les Moghzani, c'était pareil. Ça ne faisait pas partie de l'armée régulière. Uniquement dans les SAS. Dans les SAS, il y avait effectivement des gens embauchés par l'armée régulière. Une petite remarque, juste quand on vous écoute, quand vous parliez, c'est pas le cas juste à l'instant parce qu'on parlait de récemment, mais quand vous parlez de l'Algérie avant l'indépendance, vous ne parlez jamais des Algériens, vous dites des musulmans. Parce que c'était le terme. Non, c'était le terme. En Algérie, jusqu'à l'indépendance, il y avait deux termes qui étaient donnés par la France, hein, pas par moi ni par qui que ce soit. Il y avait les FSE, Français de souche européenne, FSE, et puis les Français musulmans. Bon.
C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on disait pas les Arabes ou quoi que ce soit, les musulmans. C'était les musulmans, parce que c'était les musulmans, quoi. Un musulman, c'est un musulman. Hein, de la même manière qu'un juif, c'est un juif. Il n'y a rien de péjoratif, si vous voulez, à dire qu'un juif, c'est un juif. Hein. Et donc, cette désignation a été donnée par la France. Alors pourquoi FSE, français de souche européenne? Parce que finalement, la France, elle ne nous a pas fait de cadeau. Hein. En Algérie, nous étions des parias. D'accord? On est arrivé en France, on est resté des parias. Et encore aujourd'hui, on reste des parias pour la France. Oui. Alors, c'est bien beau de parler des pieds noirs, de ceci, de cela. Ils ont fait suer le burnous et tout. Ça, c'est encore à prouver. Parce que ce n'est pas parce qu'il y avait 10 familles qui ont fait suer le burnous, mais pas que le burnous. Hein. Elles ont fait suer le burnous aux musulmans, mais elles ont fait suer le burnous aux Européens. Parce que n'imaginons surtout pas en Algérie que les Européens, notamment les Espagnols, étaient bien vus. Les Espagnols étaient au même titre que les musulmans, pareil. Les Italiens, pareil. Donc voilà, nous n'étions pas Français, nous étions nous sommes restés maintenant aujourd'hui des Français entièrement à part. Voilà. Voilà. Et non pas Français à part entière, comme l'a prétendu le grand Charles. Voilà. Et ma question, c'était pourquoi on n'appelle pas les musulmans des Algériens qui habitaient l'Algérie? Mais on aurait pu nous appeler Algériens alors dans ce cas-là. Oui. Non, parce que je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne peux pas parce que je ne connais pas la réponse. Et alors moi, vraiment, je vais faire la dernière. Il y a eu Emmanuel Macron qui a reçu un rapport de... Ah oui, ça va. D'accord. Voilà. Non, on ne va pas parler du rapport, mais est-ce que derrière, il y a une volonté de réconcilier un peu les mémoires? Non. Est-ce que pour vous, non. Il y a quelque chose qui est réconciliable au niveau de l'OAS? Ah ben, c'est aux musulmans à le dire, pas à moi. Le jour où les musulmans du FLN reconnaîtront qu'on a fait un combat légitime de la même manière que le leur, à partir de ce moment-là, on pourra peut-être réconcilier des mémoires. Mais je ne vois pas pourquoi c'est unilatéral, c'est dans un sens. Pourquoi? Et puis il faut être objectif. Les mémoires de quoi? Expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien que Benyamin, là, il soit à côté de moi et qu'on discute de l'Algérie. Parce que pour discuter de l'Algérie, si on veut discuter de l'Algérie et des mémoires de réconcilier, il faut partir de la base. Il faut partir de la base et être capable d'étaler sur une table et de dire il y a eu ça de bien, il y a eu ça qui n'était pas bien. Voilà. Sachant le reconnaître. Moi, je reconnais, avec le recul, bien sûr. À l'époque, quand j'avais 17-18 ans, ça m'échappait tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai appris à connaître, à lire, à regarder ce qui s'est passé en Algérie en amont, bien en amont, et je me suis dit, effectivement, la France a déconné. Mais pas la France, parce qu'on incrimine la France, c'est faux. C'est pas la France qu'il faut incriminer, c'est des types comme Borgo, comme tous ces gros capitalistes, ils étaient 7 ou 8, c'est eux qui avaient la main mise sur l'Algérie. Et ils faisaient le suer le burnous, encore une fois, aussi bien aux musulmans qu'aux Européens, pareil. Et à partir de là, on a sorti cette légende. Les pieds noirs, c'est des colons, ils ont tous des mauresses qui travaillent pour eux, ce qui est absolument faux. Ils ont plein de fric. Vous connaissez la population des pieds noirs? C'est des petits ouvriers qui gagnaient moins qu'en France. Moins qu'en France. Donc tout ça, il faut le déballer. Moi, je suis pour qu'on déballe. Il faut déballer. Mais des deux côtés. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Vous dites que si on veut réconciliation des mémoires, il faut aussi que l'OAS fasse partie, et les anciens de l'OAS fassent partie. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous estimez que vous n'êtes pas partie de ce travail de réconciliation? Non. Ben vous voyez citer quelque part l'OAS. Quand on cite l'OAS aujourd'hui, c'est uniquement des assassins. On ne peut pas accepter ce genre de terme. Ce n'est pas possible. On s'est battu pour une cause. Dans tout pays, pour tout individu, je parle du principe que quelqu'un qui se bat pour une cause est digne de respect. Dès lors où il se bat réellement, avec ses tripes, avec sa pensée, pour la cause qu'il croit la meilleure. On n'a pas le droit de juger quelqu'un comme on le fait aujourd'hui et qu'on traîne en pâture l'OAS en disant ce sont des assassins, ils ont tué, ils ont tué. Vous avez fait le point des gens qui ont été tués par l'OAS? Faites le point des gens tués par l'OAS et pendant la même période, les gens tués par le FLN. Vous verrez que
on n'a rien à se reprocher. Hein. On n'a strictement rien à se reprocher. Donc moi, c'est ça que je souhaite. Un jour, qu'il y ait une réconciliation des mémoires, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis favorable d'ailleurs à une réconciliation des mémoires, mais à la condition que tout soit étalé et que tout soit dit véritablement. Véritablement.